Isaac Newton. Rien que le nom, ça évoque le génie absolu, les lois de l'univers, et bien sûr cette fameuse pomme qui tombe. Mais si cette histoire, celle qu'on connaît tous, n'était en fait que la pointe de l'iceberg, si l'architecte de l'âge de la raison cachait une facette bien plus mystérieuse. Tout commence ici, avec cette image presque iconique du pommier. La légende est simple, n'est-ce pas? Peut-être même un peu trop simple. Une pomme tombe et hop, l'idée de la gravitation universelle jaillit. C'est une histoire formidable, mais elle dissimule un esprit bien plus complexe, bien plus tourmenté qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. Cet épitaphe, écrit par le poète Alexander Pope, résume parfaitement le statut que Newton avait atteint. Ce n'était pas juste un scientifique parmi d'autres, il était perçu comme une sorte de prophète, celui qui avait enfin allumé la lumière et révélé les secrets les plus profonds de l'univers. Une figure quasi divine. Alors justement, commençons par là. Attaquons-nous à cette fameuse histoire de pomme. D'où vient-elle vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous empêche de voir derrière le mythe? En réalité, cette anecdote a été racontée bien plus tard par sa nièce, puis popularisée par Voltaire. C'est le moment Eureka parfait, c'est vrai, c'est facile à retenir. Mais la chute de cette pomme n'a pas été l'étincelle qui a tout allumé, non. C'était plutôt une question de plus qui s'ajoutait dans un cerveau déjà en pleine ébullition. Parce que pendant ce qu'on appelle ces années miraculeuses, où il s'était reclus pour fuir la grande peste de Londres, Newton ne s'est pas contenté de méditer sur la gravité. Il a en fait complètement redéfini les règles du jeu de la science. L'ampleur de son travail est juste stupéfiante. Et voilà le véritable monument, les Principia. Ce n'est pas juste un livre, c'est la toute première grande unification de l'histoire de la physique. Il a prouvé, mathématiquement, que les mêmes lois qui font tomber une pomme régissent aussi la danse des planètes dans le ciel. C'était une révolution totale de la pensée. Et ça ne s'arrête pas là. En optique, par exemple, il a été le premier à comprendre que la lumière blanche est en fait un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme ça créait des distorsions dans les télescopes de l'époque, qu'a-t-il fait? Eh bien, il en a inventé un tout nouveau, avec des miroirs. C'est ça le génie de Newton, un théoricien brillant et un inventeur pragmatique. Et puis, il y a le calcul infinitésimal, rien que ça. Une dispute historique l'a opposé à un autre génie, Leibniz. Alors, qui l'a inventé? Les historiens sont assez clairs aujourd'hui, ils l'ont tous les deux développé de leur côté. Newton l'a fait bien avant, mais il a gardé ses travaux secrets pendant des années. Et la liste continue, c'en est presque vertigineux. Il a bossé sur le son, les fluides, la chaleur, l'électricité. Il a même eu des intuitions incroyables, comme la dualité onde-particule, des siècles avant que ça ne devienne un pilier de la physique quantique. Son esprit était une sorte de machine à connecter des idées que personne n'avait jamais songé à relier avant lui. Mais attention, l'image de l'érudit solitaire perdu dans ses pensées est très incomplète. Une fois ces grandes découvertes faites, Newton a changé de vie. Il a déménagé à Londres pour devenir une figure publique extrêmement puissante, et parfois impitoyable. Il n'était pas juste un universitaire. Non, il a été membre du Parlement, et surtout, il a pris les rênes de la monnaie royale et de la prestigieuse Royal Society, l'Académie des sciences. Pendant près de 30 ans, il a été, sans exagérer, l'homme le plus influent de la science et de la politique anglaise. Et quand il était directeur de la Monnaie, il a pris son rôle très au sérieux. Il n'hésitait pas à se déguiser pour mener l'enquête lui-même dans les tavernes et traquer les faux monnayeurs avec une détermination féroce. Ce chiffre, 28, c'est le nombre de faussaires qu'il a personnellement fait poursuivre en justice et envoyer à la potence. L'homme des lois célestes était aussi un homme de lois terrestres et il ne plaisantait pas. Mais même cette facette publique autoritaire ne nous dit pas tout. Pour vraiment comprendre qui était Isaac Newton, il faut plonger dans la partie la plus secrète de son existence, une passion dévorante qu'il a cachée aux yeux du monde pendant toute sa vie. La question est posée. Qu'est-ce qui pouvait bien obséder à ce point l'homme qui a déchiffré le cosmos? Une obsession qui lui a pris autant de temps, si ce n'est plus, que la physique et les mathématiques. Accrochez-vous, la réponse va probablement bousculer l'image qu'on se fait de lui. Cette phrase est de l'économiste John Maynard Keynes. Au XXe siècle, il a racheté une partie des écrits personnels de Newton et en les étudiant, il a eu un choc. Il a compris qu'on s'était trompé. Newton n'était pas seulement tourné vers l'avenir de la science, il était aussi profondément ancré dans un passé mystique et magique. 1 million, c'est le nombre de mots que Newton a écrits sur un seul sujet, l'alchimie. 1 million de mots. Il cherchait la pierre philosophale, il voulait percer les secrets de la transmutation de la matière. Pour lui, ce n'était pas une superstition, c'était une quête spirituelle, une façon de déchiffrer le langage caché de Dieu dans la nature. Et ce n'est pas tout. Ces textes religieux, tout aussi secrets, révèlent qu'il était un hérétique. Il rejetait le dogme de la Trinité, un pilier du christianisme, qu'il considérait comme une corruption, la grande apostasie. S'il avait rendu ses idées publiques, sa carrière, sa réputation, tout se serait effondré. Il a donc dû mener une double vie,
cachant ses convictions les plus profondes derrière le masque du génie respecté. Alors, comment on fait pour réconcilier ces deux facettes? Le scientifique rigoureux d'un côté et l'alchimiste mystique de l'autre. Le père de la physique moderne et le dernier des magiciens. C'est là que réside tout le paradoxe du personnage. D'un côté, on a le portrait officiel, l'homme des Principia, le prestigieux Sir Isaac Newton. Et de l'autre, sa signature, l'empreinte de l'individu, avec ses secrets, ses obsessions, sa foi cachée. C'est cette dualité incroyable que le mythe de la pomme a complètement effacée. La meilleure conclusion vient peut-être de lui-même. Cette phrase est magnifique, elle révèle une humilité incroyable. Qu'il étudie le mouvement des planètes ou qu'il ait essayé de transformer le plomb en or, Newton se voyait de la même façon, comme un simple explorateur au bord d'un immense mystère. Pour lui, la science et la magie n'étaient que deux chemins différents pour explorer le même grand océan de la vérité. La question finale reste ouverte. Le mythe de la pomme nous a donné un homme simple, une icône de la raison pure. Mais la réalité nous offre un personnage bien plus fascinant. Un esprit complexe, paradoxal, dont le génie se nourrissait à la fois de la logique la plus froide et des mystères les plus profonds. Peut-être que le véritable Newton n'est ni l'un ni l'autre, mais justement cette tension créative et permanente entre les deux.